Alors, je crois que cette première restauration est très importante. Elle est même fondatrice. Parce qu'on constate finalement que très rapidement, en quelques semaines, voire en quelques jours, on arrive à constituer un gouvernement, un régime. Et que cette restauration, qui effectivement se construit autour du personnage de Louis XVIII, est paradoxale dans la mesure où le roi lui-même, vous l'avez évoqué, est quelqu'un qui est considéré par le tsar Alexandre comme quelqu'un de nul. En réalité, nous avons affaire à un personnage qui probablement a beaucoup d'ampleur, ampleur politique, intellectuelle, qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup voyagé et qui a été capable, effectivement, je crois, d'accepter ou de comprendre la nécessité pour réaliser finalement ce compromis entre la France de la Révolution et l'Ancien Régime, qui est un compromis du reste classique, qui a été recherché quasiment depuis l'époque consulaire et dont l'empereur a été probablement le premier auteur. Il est convaincu, et de façon juste, que ce compromis ne peut être réalisé que dans un cadre constitutionnel. Et je crois que là, nous avons un moment très important dans l'histoire de France, c'est la mise en place, effectivement, à travers cette charte, qui est une charte octroyée, ah oui. Bien sûr, octroyée, c'est-à-dire c'est du côté, effectivement, de l'autorité du monarque, et Louis XVIII tient beaucoup, effectivement, à cette autorité, mais en même temps, c'est une charte qui reconnaît tout l'héritage de la Révolution. Elle est bien sûr ambiguë, c'est un cadre qui va être divisé, partagé pendant toute la période, mais c'est un acquis extrêmement important, je crois, pour l'histoire politique de la France. Alors, Mathilde Larère, j'ai vu que vous opiniez quand M. Démy a dit charte octroyée. J'imagine bien que vous opinez, mais vous opinez pour une raison plus profonde, j'imagine. Vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Non, mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est que cette charte qui va ensuite être le point de référence pendant toute la période, au point d'ailleurs qu'en 1830, les ouvriers font la révolution en criant « Vive la charte », qui est quand même... il y a une espèce d'importance de ce texte. Non seulement elle est octroyée, mais c'est dans l'histoire constitutionnelle de la France, la première qui n'est pas rédigée par une assemblée constituante. Donc c'est vrai que là, il y a pour ça, c'est un texte important et elle est rédigée donc par une commission de membres choisie par le roi. Elle est assez courte, hein, dans l'histoire des textes constitutionnels, c'est assez court. Et en même temps, c'est un texte de référence extrêmement important, mais qui laissait ouvert un certain champ des possibles. Et je trouve que le livre montre bien que finalement, il y avait des interprétations possibles, lesquelles se sont développées d'ailleurs. Une interprétation, un absolutisme qui aurait été finalement limité, ou au contraire, une interprétation plus anglaise, plus parlementaire. Et ce texte laissait ouvert ces champs des possibles. Il a été ouvert ce genre des possibles parce qu'au fond, il y a urgence ou au fond, parce que c'était prêt? Non, je crois qu'il existe finalement un certain consensus entre une partie de l'aristocratie libérale et une bonne partie de la bourgeoisie française qui souhaite sortir effectivement de l'épisode impérial qui, pour elle, est une impasse. Et il existe incontestablement une reconnaissance très rapide de cette charte. La bourgeoisie française, les manufacturiers, les négociants, très heureux de sortir d'une guerre sans fin, lui ont apporté effectivement un appui immédiat, ce qui du reste a facilité beaucoup la tâche du roi et de son gouvernement. En revanche, on constate que dès le départ, et c'est ce qu'évoquait Mathilde Larère, cette charte est l'enjeu de conflits, de débats, et nous avons l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un premier ultracisme, qui considère effectivement que désormais la France, après la chute de Napoléon, cette première chute, est une page blanche sur laquelle on peut reconstruire l'Ancien Régime, ce qui est une erreur. Juste quand même attirer l'attention sur l'habileté de cette charte et même de son nom, puisqu'elle est charte constitutionnelle et on n'a pas pris le mot constitution, on l'a mis en second, et puis on a été prendre ce vieux terme qui renvoie à tout l'imaginaire du Moyen-Âge, et on pourra peut-être en reparler, la Restauration, oui. C'est aussi une période où le Moyen-Âge est très importante pour les mentalités, à la fois pour l'histoire politique et l'histoire culturelle. Et donc, à l'école des chartes d'ailleurs.
qui est créé à ce moment-là. Qui va être fondé à ce moment-là. Et on a donc cette habileté politique de Louis XVIII qui est remarquable, avec aussi ce préambule qui est là finalement pour faire accepter tout le reste. Et donc on voit, et il faut quand même mesurer, je crois, l'intelligence politique de ce souverain dont on évoquait la figure, et qui contraste, j'anticipe un peu, avec son frère et avec Charles X. Oui, enfin ça c'est pas un vrai problème parce que de toute façon en plus je dirais que Charles X se durcit au fur et à mesure. Il y a l'épisode Polignac, on y ira tout à l'heure. Ce qui est plus intéressant, c'est que les deux frères se succèdent et que dans l'onomastique dynastique, Louis XVIII considère qu'il y a eu Louis XVII, ce qui est un point important parce que malgré tout le dauphin n'a jamais régné comme on sait. J'ai insisté effectivement sur ce tournant de 1820 qui ne s'inscrit pas exactement dans les ruptures de règne. Mon histoire de la Restauration ne prend pas les mêmes repères chronologiques que le règne qui est 1824 pour Louis XVIII et après nous avons Charles X. Moi je crois que le grand tournant se situe en 1820, à un moment où sur le terrain économique, les bons prix du XVIIIe siècle pour la France rurale se retournent et la rente foncière baisse. Il y a donc la prise de conscience dans l'aristocratie française qui jusque-là, pour une partie d'entre elles au moins, a été favorable à cette évolution du compromis, la prise de conscience d'un déclin. Qui illustre aussi les inquiétudes qu'on voit dans la littérature romantique et d'un certain pessimisme sur le destin ou sur les possibilités de l'aristocratie foncière française d'épouser en quelque sorte le nouveau siècle et de le guider. Et Villèle est l'expression à la fois de cette crainte, de ces difficultés qui se traduisent souvent du reste par des baisses de revenus, surtout pour cette petite noblesse départementale, celle qui n'a pas profité des largesses de la cour et qui est très souvent très hostile justement au gouvernement de Paris. Alors, la montée de Villèle à Paris est bien l'expression effectivement de cette réaction aristocratique et d'une prise de pouvoir dont le projet politique présente du reste une certaine cohérence. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Cette cohérence, elle consiste en fin de compte à reprendre l'idée initiale qui était celle de Louis XVIII du compromis entre la France de la noblesse, de l'aristocratie foncière et la bourgeoisie, mais avec un partage des tâches différents. En fait, le problème qu'essaie de résoudre Villèle, c'est celui de la division des propriétés nobiliaires. Il va s'attaquer à cette question, dans la mesure où sa conception justement de la stabilisation de la société post-révolutionnaire repose sur la reconstruction d'une grande propriété. Le modèle est très simple, c'est le modèle anglais. Le modèle de cette grande propriété anglaise sur laquelle repose finalement le système parlementaire anglais et le libéralisme anglais. Et donc, il est prêt, et il avance à plusieurs reprises, à soutenir la révolution industrielle. Il n'est pas hostile, comme une partie des ultras, à cette évolution de la modernisation économique, mais ce qu'il souhaite, c'est que l'aristocratie foncière, sur une base renforcée, et sa politique, effectivement, va porter sur ce projet, ait le leadership politique, comme en Angleterre, mais que la bourgeoisie industrielle soit associée. Et il est convaincu, effectivement, que la France doit être aussi industrielle. C'est donc une nouvelle redéfinition du compromis, mais qui donne à une aristocratie foncière puissante la direction politique de la France. Parce que dans son esprit, seule la noblesse est capable, effectivement, d'avancer des valeurs, un projet politique suffisamment solide, un projet que la bourgeoisie n'est pas capable, selon lui, effectivement, de mettre en place.